Conférencière, psychologue et psychothérapeute, Lydia Muller s'est formée aux États-Unis avec le docteur Simonton. Elle a depuis accompagné des centaines de malades atteints du cancer ou du sida. Elle vit à Genève où elle a créé l'association Entrelacs qui se propose notamment d'accompagner les personnes en fin de vie. Mais Lydia Muller témoigne aujourd'hui d'une expérience plus intime. Elle a traversé il y a quelques années un épisode douloureux qu'elle raconte. C'est son combat face au cancer. Quel est le sens de la maladie? Comment tirer profit de tout ce qu'on est obligé de vivre? Comment redevenir acteur de sa vie? Voici quelques-uns des thèmes que nous allons aborder avec Lydia Muller. À la technique, Philippe Messerly. Les musiques sont choisies par Karine Vuillamo. Bonjour à tous. Bonjour Lydia Muller. Bonjour Roselyne. Je suis ravie de vous recevoir. Je rappelle que donc vous êtes psychologue, psychothérapeute, conférencière. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'entendre une de vos conférences. Je vais y faire référence dans cette conversation. Vous avez pendant plus de 20 ans, et vous le faites encore, accompagné des gens atteints de maladies dites graves, tels que le cancer, le sida. Et puis, un jour, vous le racontez dans vos conférences, vous avez traversé vous-même une épreuve d'une maladie grave, puisque vous avez vécu un cancer. Et vous dites que cela a transformé votre expérience de la maladie, mais peut-être aussi votre accompagnement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dans un premier temps, c'est sûr, c'est une expérience personnelle qui m'a profité à moi. Dans la compréhension de la cancérisation. Alors, je ne dis pas que c'est la loi absolue, je témoigne de mon expérience et qui confirme beaucoup de choses que j'avais observées auparavant déjà et des choses que disent certains médecins à partir de leur propre observation, c'est-à-dire que l'aspect psychosomatique, l'aspect psychogénèse du cancer, parce que là, j'ai vraiment mis le doigt dessus que quand on arrive à un moment donné dans sa vie, à un endroit où dedans, ça baisse les bras et ne sait plus comment continuer et perd le sens de sa vie, que c'est un terrain propice pour l'évolution du cancer. Et ceci était mon cas. Donc, vous dites, donc je fais référence aux conférences que vous donnez régulièrement, d'ailleurs vous allez en faire une dans quelques semaines, vous dites au fond que le fait de donner des médicaments qui en général d'ailleurs sont extrêmement puissants, et les traitements par exemple pour traiter le cancer sont évidemment éprouvants, mais vous dites on ne devrait pas seulement se contenter de ce type d'accompagnement, mais accompagner sur le plan plus psychologique, c'est-à-dire faire de l'hygiène psychique. C'est de cela dont vous parlez là à l'instant. Qu'est-ce que vous appelez ça, l'accompagnement d'une hygiène, pour une hygiène psychique? C'est-à-dire, nous savons déjà que ce cancer suscite énormément d'émotions, notamment de la peur. C'est le pire des terrains pour traiter. Parce que quand on est dans transi de peur, comment voulez-vous qu'un traitement soit vraiment efficace dans le sens voulu? Il engendre, au-delà des symptômes liés physique, au traitement violent et aux effets fort, secondaires, oui, aux effets secondaires, et se surajoute encore toute une panoplie d'effets que si on pouvait s'en faire cadeau, c'est vraiment, il faudrait tout tenter. Et puis je me dis aussi, pour vivre une expérience quand même qui nous confronte à la mort, il ne faut pas se le cacher, malgré tout ce qu'on raconte, le cancer quand même est la mortalité d'un tiers de la population. Donc, évidemment, la mort est là. Et je pense qu'il faut absolument être accompagné dans l'expérience, mais aussi être vigilant et être hyper attentif à en quoi vivait la personne précédente. Parce que juste au moment où ça s'est déclaré dans les années précédentes, vous voulez dire? Voilà, je veux dire dans les mois précédents, parce que le cancer arrive dans une situation de vie. Dans mon cas, je dois quand même dire que heureusement que pour moi, ce qui était la source, je dirais, de ce
pour que le cancer a pu Se s'installer, développer, hein, oui. qui était une perte de relation, je dirais fondamentale, très 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 importante. Vous étiez dans un deuil relationnel? Oui, bon, c'était avec une personne vivante, c'était pas par la mort. Ce qui est d'ailleurs plus conflictuel en général que quand il y a la mort. Hein. Oui, parce qu'éventuellement, il n'y a pas de fin biologique. Oui. La relation devrait être possible et Et tout d'un coup, elle ne l'est puis, plus. j'ai participé à l'engendrer, Oui. cette rupture. Mais ce qui a eu lieu pour moi, c'est que je savais qu'il fallait que je me mette en paix par rapport à cette relation. Et la réconciliation a eu lieu. Donc, quand le cancer, 2 mois après, a été diagnostiqué, moi, j'étais déjà de l'autre versant. J'étais plus Vous aviez dans... fait ce travail? Oui, oui, je l'ai fait. Intuitivement, vous sentiez que avant, c'était... moi, je savais que je jouais ma vie. Je savais Vous le saviez ma vie avant même. intérieure. Je savais pas que j'étais malade. Non, bien sûr. Mais parce que ça se développait depuis des mois en sournois. Et d'ailleurs, dès la réconciliation, les symptômes ont commencé. M'alerter qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ouais. Donc moi, j'étais plutôt du versant idéal, je dirais, que ce qui était conflictuel et douloureux et tellement profondément grave en moi, parce qu'en plus, moi, ça, c'est aussi ce que j'ai compris, ça fait référence à des vieilles histoires qui sont ranimées. C'est pour ça aussi l'impact, hein, qui est si fondamental. Donc, cette relation était déjà en ordre, je me trouvais apaisée. Donc, quand le cancer est arrivé, j'ai vraiment pu faire face à cette maladie. J'avais pas en plus encore tout un stress et toute une situation d'urgence. Non, mais je veux dire relationnelle, oui, relationnelle, douloureuse, je veux dire, urgence relationnelle, dans laquelle ouais. s'insérait, hein, parce que je me suis dit, mais si ça m'était arrivé avant, est-ce que j'aurais pas dit, bon, autant mourir alors, allons-y. Hein. Alors que là, j'ai senti que ben, si ce cancer arrivait, maintenant j'avais à apprendre quelque chose de cette maladie. Et là, je viens à l'autre aspect de votre question, c'est-à-dire dans mon accompagnement. Oui, c'était fondamental que je vive cette maladie, parce que accompagner, c'est une chose, la vivre, c'est autre chose. Et c'est dans cette conscience que j'ai essayé de traverser toutes les preuves, l'opération, l'hospitalisation, la chimio, tout ce qui se suivait, en me disant, c'est maintenant l'occasion de sentir ce que c'est et puis trouver des solutions de comment je peux bien la vivre, cette expérience, plutôt que mal la vivre. Et je savais, ça s'est dit déjà à l'hôpital, j'avais fait un rêve, une de ces nuits terribles où la morphine n'arrivait pas à calmer ma douleur, malgré la pompe. Et j'ai essayé tout, j'ai visualisé, je me suis relaxée. Car vous ne manquez pas de technique, hein, j'ai médité. d'accompagnement. Aucune technique n'aidait pour diminuer cette douleur. Je crois qu'il y avait une seule chose, qu'à un moment donné, je me rende et que je me lâche dedans. Et là, j'ai dû m'assoupir parce que je me suis réveillée avec un rêve qui me restait très vivant et qui m'a accompagnée toute la chimio qui a suivi. Je me voyais en salle de conférence, mais au milieu des gens, comme un témoin qui se levait de son siège. Et je disais aux gens, écoutez, si vous me demandez aujourd'hui si je regrette d'avoir eu ce cancer, je dois franchement vous dire non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il sert. Et un autre volet de ce rêve était, je me suis vue avec une feuille A4 écrite très dense et je savais c'était tout ce que j'avais appris sur la douleur et de comment la transformer. Et je me suis réveillée de ce rêve en me disant, d'accord, je sais pourquoi j'ai ce cancer, il va falloir que j'enseigne ce que j'apprends moi. Ouais. Et c'est ça ce qui me porte de comment transformer ce qui pour la majorité des gens est le pire,
comment en tirer le meilleur. Vous dites d'ailleurs aussi, lorsque vous témoignez et vous parlez en conférence de ce thème, vous dites guérir est une chose. Oui, bien sûr, on veut guérir, mais le plus important, c'est guérir pour quoi ? Pour que faire ? Oui. C'est ça ? Oui. Et en fait, peut-être qu'à travers cette épreuve-là, justement, on a besoin de savoir pourquoi est-ce qu'on veut être vivant. Est-ce que c'était l'occasion de cela pour vous ? Si c'est pour continuer comme avant... Peut-être même qu'on ne guérira pas, c'est ça que vous voulez dire ? Je pense que c'est une maladie initiatique, c'est une maladie, toute maladie de toute façon, qui nous confronte à la mort. Oui. Elle nous touche à un endroit si profond, elle nous secoue dans nos tréfonds et si on sort les mêmes de cette épreuve, j'ai l'impression qu'on a raté cette épreuve. Parce que c'est une maladie qui veut nous faire évoluer. Et je sais pour moi, et c'est encore ce qui me talonne aujourd'hui, c'est que Lydia, est-ce que tu as fait sur Terre ce que tu avais à faire ? C'était ça ma grande douleur quand j'ai su que j'avais mon cancer, et surtout quand il y avait les doutes et métastases. Avant, j'étais devant, j'ai pas fini ce que j'avais à faire. J'ai beaucoup traîné, je crois, malgré ce que les gens croient. Car vous étiez constamment en train d'aider, de Voilà. soigner, d'écouter. Je rappelle Voilà. que vous êtes donc psychothérapeute. Oui, mais quand on est de 10 ou 20, eh bien on peut aider 1000 peut-être ou 10 000. C'est d'autres niveaux. Et d'autres notamment, moyens aussi. D'autres moyens, et notamment l'écriture du livre sur lequel j'étais depuis longtemps et qui avançait pas. Eh bien, c'était ce livre qui m'est apparu comme t'as pas tout fait pour aider un maximum de gens. Et mon grand souci était que j'aurais pas le temps. J'aurais plus le temps. C'est ça qui vous a donné la force de guérir, parce que, il faut le dire là maintenant, alors, je vous crois avez, vraiment c'était ça le moteur. Gagner votre C'était ça le moteur. combat. Il faut que je gagne du temps pour accomplir ce que j'ai à faire. Et là, il me semble important, Roselyne, aussi de dire une chose, c'est que ce n'est pas la mort qui est le mal, ni la guérison qui est le bien. Ce n'est pas la mort qui est un échec et la guérison une réussite, même si la médecine le regarde que sous cet angle-là. Pour moi, la réussite est d'avoir fait ce que j'avais à faire, d'avoir accompli ma tâche. Et on peut l'accomplir en mourant. Et je crois même que c'est pour ça aussi que je suis dans ce domaine de l'accompagnement en fin de vie ou de la mourance, comme je l'appelle. Parce que pour moi, c'est le pendant de la naissance, c'est notre accouchement en fin de vie. Nous pouvons nous accomplir encore, aller au bout en transformant ces états de peur, les états émotionnels, nos résistances en un oui à la vie. On va évidemment aller plus loin sur cette réflexion, ce chemin avec vous, Lydia Müller. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute, notamment vous présidez une association qui accompagne des gens en maladie grave ou en fin de vie, qui s'appelle Entre Lacs. On fait une pause musicale et puis on se retrouve. Je fais des emails à toute allure. Tu me réponds à tout à l'heure. Tu mets du rouge sur ta figure. Je mets du baume sur mon cœur. J'espère, oh oui, j'espère. C'est mon caractère. J'espère. Comme disait Yoko Ono, je vais essayer de retrouver ces mots. L'air est la seule chose qu'on partage en frère. Mon frère, j'espère, oh oui, j'espère.
semé par les temps qui courent. Il n'y a pas d'amour qui tienne. J'espère, j'espère, j'espère. Oh oui, j'espère. C'est mon caractère. Oh, j'espère. Comme disait Yoko Ono, je vais essayer de trouver ces mots. The air is the only thing we share. Mon frère, j'espère, j'espère, j'espère. Oh oui, j'espère. C'est mon caractère. J'espère. Les étoiles qui s'effondrent là-bas. Les espèces qui disparaissent. J'espère. 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 Oh oui, j'espère. C'est mon caractère. J'espère, 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 j'espère. Oh oui, j'espère. C'est mon caractère. Lydia Müller, vous racontez dans votre témoignage que, évidemment, quand vient la maladie, et vous êtes bien placé pour poser les questions qui concernent le pourquoi d'abord en un mot, et vous dites ensuite pour transformer le pourquoi en deux mots, c'est-à-dire pour Le que sens. faire, le sens. Vous êtes revenu évidemment tout naturellement, j'imagine, sur l'origine de votre histoire, de vos histoires émotionnelles, de vos relations. Peut-être sur le chemin de la petite fille que vous étiez, car vous témoignez du fait que vous étiez une enfant, une adolescente, surtout soumise, qui ne s'est pas révoltée, qui n'a pas piqué des crises, comme parfois vous n'avez pas peut-être fait ce qu'on appelle cette fameuse crise d'adolescence. Mais lorsque vous êtes revenu sur vos pas de cette façon-là, j'imagine que vous aviez déjà fait beaucoup de travail sur vous auparavant, la connaissance de cette enfance et de ce qui s'était passé, est-ce que cela vous a suffi à ce moment-là pour cheminer, ou est-ce que vous avez besoin de découvrir un autre niveau de vous-même, à travers la maladie, je veux dire? Le diagnostic du cancer m'a mis le nez sur un aspect que j'avais pas compris. Et d'ailleurs, quand j'étais à l'hôpital, moi j'étais avec cette question, mais où est-ce que ça a commencé? Oui, c'est ça. C'est sûr, à l'hôpital, quand on est dans un état très particulier, dans une conscience très particulière, hein, très, je pense, plus élevée, très fine, les réponses nous viennent beaucoup plus facilement aussi. Et j'ai vu exactement l'instant où ça a commencé. Et j'ai pu reconnecter avec les émotions que j'avais à ce moment-là. Mais justement, quel est le fil qui vous permet de retrouver? Comment est-ce que vous êtes sûr que c'était là que ça a commencé? L'image a apparu, la situation a apparu, le jour et l'heure. C'est incroyablement précis. Donc un message qui montait de vous, de l'intérieur de vous, oui. du plus profond. En réponse à ma question. Oui. Comme quoi, j'y crois profondément que quand nous posons les bonnes questions, Oui. à la partie en nous qui sait, la réponse nous arrive. Peut-être pas toujours aussi frappante, aussi rapidement comme c'était le cas là, mais elle nous arrive. Parce que quand nous cherchons, nous trouvons. Et j'ai fait la superposition avec quelque chose que j'avais déjà retrouvé dans mon enfance et que j'avais pas du tout compris, quelque chose qui s'était passé avec mon père, où j'ai perdu mon papa. Mon papa, le père est resté, mais j'ai perdu mon papa. Et cette superposition a fait que en moi, tout s'est détendu. Et j'ai dit, c'est incroyable la répétition. Mais
c'était en même temps incroyable le pardon, la tendresse, l'amour que ça suscitait pour ces petites filles. Et pour la femme, en même temps, qui n'avait pas pu faire autrement que répéter une vieille histoire. Donc oui, je crois beaucoup de ces histoires vécues, revécues au niveau des relations, elles sont des répétitions traumatiques. Vous dites aussi que vous avez demandé de l'aide à ce moment-là, parce qu'au fond, on entend bien vous, thérapeute, qui posez ces bonnes questions, parce que vous dites si on pose une bonne question et que le malade en face la relaie et se l'approprie, les réponses montent de la partie du nous qui sait, hein, cet endroit mystérieux d'ailleurs. D'accord, mais vous avez ces bonnes questions. Est-ce que vous pouviez vous les poser autres, ouais, Roselyne, pour les je autres dois vraiment vous dire une chose. Oui. J'ai découvert combien je suis inapte, nulle, mais vraiment nulle à chier pour m'accompagner moi-même. Alors, c'est vrai, c'est Pourquoi? Parce que la connaissance des mécanismes et des processus est intellectuelle, c'est ça? Alors là, je le dis par rapport à la chimio. Oui. M'accompagner moi-même dans ma chimio, Oui. bon, à un certain niveau, c'était possible, mais si j'avais pas eu quelqu'un, et c'était Bernard Monteau qui était ce quelqu'un, avec qui j'étais en contact au téléphone constamment, pour lui dire ce que je vivais. Et du fait qu'il s'intéressait à ce que je vivais, je devenais attentive moi-même à ce que je vivais. Parce que, vous savez, les mécanismes de faire fi, passer dessus, et je le sais parce que bon, je fonctionne, je pense, comme beaucoup d'autres cancéreux, c'est que on veut être héroïque, de s'insensibiliser, c'est pas grave, passer dessus, se distraire pour ne pas sentir ce qu'on sent. Ouais. Et comme lui, il voulait savoir, je devais être attentive à ce qui arrivait finement. Il voulait savoir il fallait que je décrive Donc les symptômes qui d'une certaine m'arrivaient. façon, vous le viviez deux fois. Vous le viviez dans votre corps et vous le viviez une seconde fois dans votre conscience. Voilà. Au moment où vous lui racontiez, c'est ça? Ben, c'est là qu'on le vit vraiment. Oui, bien après, sûr. hein. Ouais. C'est la conscience à mettre là-dessus pour en faire sens. Et c'était une incroyable traversée de m'intéresser à mes symptômes plutôt que d'essayer de les fuir. Parce que c'est ça ce qu'on fait en général. Hein? Essayer de les supprimer, essayer de ne pas y penser. Et moi, j'ai tenté donc de les rencontrer. Mais qu'est-ce que c'est? Comment c'est par rapport à la nausée, par rapport au mauvais goût dans la bouche, par rapport à ces sensations moi j'avais des l'onglet dans les mains, dès que ça touche du froid, très très désagréable parce que ça attaquait les terminaisons nerveuses. Oui. Enfin, des multiplicités de différents symptômes qui étaient. Et donc, j'ai dû apprendre, grâce à cet accompagnement, que combien je m'y prenais mal. Je voulais supprimer des symptômes insupprimables. Et d'autres symptômes supprimables, je les supportais héroïquement, mais alors que c'est pas nécessaire. idiotement. Ouais. Voilà. Mais alors, comment éviter? Parce qu'il y a aussi on peut basculer de l'autre côté et on peut comprendre lorsqu'on vit une telle épreuve dans sa santé et souffrir et les douleurs, c'est la victimisation. Pauvre de moi. Parce qu'en fait, le courage en face, ça existe aussi le courage. Le fait d'être courageux face à la maladie, peut-être que c'est quelque chose de nécessaire. Et c'est peut-être pour éviter justement le fait de se pleurer dessus, de se victimiser. Quelle part faites-vous au milieu de tout ça? On se mélange un peu dans les pinceaux dans ces émotions. Oui, moi je pense qu'il y a un faux héroïsme. Hein? C'est ce que j'appelle un faux héroïsme quand je bravais des symptômes héroïquement alors qu'il y avait des remèdes, des moyens pour les soulager. Prendre soin. Oui. Et puis, il y en a d'autres moments où, les forces ne sont plus là et moi, je flanchais. Alors, ça, c'est l'image de la forte, l'image de celle qui supporte, elle se prend un sacré coup. Et je crois que c'était très important, des fois, de me sentir comme une petite misère, au fond, tassée au fond de mon lit. Pourquoi c'était important? Parce que
dans toute cette expérience, moi, j'ai fait différentes rencontres de ce que je pense un mourant rencontre durant son périple de la fin de vie, où nous avons à quitter les rôles, ce qu'on croit de soi, tout ce qu'on croit d'être, et découvrir que tout ça, c'est pas vrai du tout. Et découvrir au fond que je suis tout autre. C'est sacrifier ma petite importance aussi dans certains instants. Quand moi je lutte énormément contre ces états d'épuisement, de fatigue, de terrassé, où je me sentais comme une larve. Et comme plus je luttais contre pour préserver cette image de moi qui tient le coup, plus j'allais mal. Jusqu'à ce que mon accompagnant, Bernard, m'a dit, mais c'est le moment d'expérimenter le délice si tu te laisses aller à être ce petit tas de misère dans le lit, de ne plus lutter contre et d'être ce petit tas-là. Parce que c'est en voulant être autre chose que j'augmente la tension et la souffrance. En étant d'accord avec ça, il y a une petite porte qui peut s'ouvrir vers un autre état d'être. Et Lydia, on se dit, on entend, ce monde est dur, il fait pas beaucoup de cadeaux aux gens qui se sentent fragiles ou qui le sont. Quelle est la part là de j'accueille ma fragilité, mes limites, et en même temps je lutte parce que la vie est aussi un combat qu'on prend en main dès le jour de sa naissance. Enfin, ce sont des représentations, tout ça. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose de paradoxal dans ce que vous racontez. Vous qui accompagnez des gens sur ce chemin de fragilité. Bon, moi, je ne crois pas qu'il y ait des épreuves sans sens. Le problème, c'est que tant que nous n'avons pas découvert le sens, nous souffrons. Le secret pour moi, c'est de comprendre que, bon, des fois, nous faisons fausse route et certainement le corps nous signale bien certaines fausses routes par la douleur, par la maladie. Et en même temps, je pense dans l'épreuve que nous avons, vous savez, ça c'est l'expérience que tout psychothérapeute ou psychologue doit faire, c'est que en apprenant à s'aider soi-même et en dépassant ce qui est le plus difficile en soi, eh bien nous devenons aptes à aider autrui, vraiment. Parce qu'on peut aider en dehors que, à l'occurrence, où on a su aider en dedans. Et ça, c'est pour moi le plus important, qu'on prend les épreuves, et c'est ce que j'essaie de faire dans mes accompagnements, de prendre ces épreuves, parce que moi, je pressens déjà que cette épreuve prépare la personne qu'il a à être plus que ce qu'elle était avant l'épreuve. Ouais. On rejoint la notion de chemin initiatique. Oui. Quelle que soit la maladie, à partir du moment où elle nous secoue profondément. Absolument, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la confrontation à notre finitude, à notre fragilité, à notre difficulté d'exister. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut s'enfoncer dedans en disant voilà une bonne épreuve, je vais pouvoir... Vous voyez ce côté un petit peu maso qu'on a vu parfois dans la pratique de certaines religions, où on allait même au-devant de la souffrance pour qu'elle nous transforme. Est-ce que c'est ça, c'est pas tout à fait ça que vous voulez dire? Non, mais je pense qu'on a besoin de prendre au sérieux que si j'ai mal, j'ai besoin de trouver des solutions pour ne plus avoir mal. Et dans les maux psychiques, les souffrances psychiques, eh bien, on ne sait pas comment s'aider en général. Donc, bon, il y a des gens compétents, mais ce besoin d'aide, mais en fait, toujours la route soi-même, même s'il y a quelqu'un qui accompagne. C'est pas Bernard qui m'a donné les solutions, c'est moi-même qui devais trouver les solutions et les vivre, les solutions, surtout. Il m'a des fois juste montré que ma façon héroïque est un peu stupide, quoi. Je rappelle que cet après-midi, je reçois Lydia Muller, que vous êtes psychothérapeute à Genève.
La première, les hommes et les femmes, mode d'emploi, Roselyne Fayard. Lydia Müller, je voudrais revenir sur l'origine de votre parcours là de thérapeute. Donc vous témoignez là à l'instant de votre connaissance plus approfondie, en tout cas de l'expérience profonde, personnelle que vous avez réalisée de la maladie à travers un cancer qui s'est déroulé il y a quelques années. Mais vous étiez formé, vous étiez allé aux États-Unis et notamment vous formez auprès du docteur Simonton. Donc c'est quand même curieux dans votre parcours. Vous étiez quand même déjà allé à la source des moyens, des outils et des réflexions qui accompagnent la maladie grave qu'est le cancer ou d'autres types de maladies qui menacent la vie. Quand vous êtes revenu sur vos pas, évidemment que vous avez regardé ça, il y avait comme un, je sais pas, comme un clin d'œil, même il y avait presque un sourire, j'imagine. Comment vous avez revisité votre choix professionnel d'aider les autres avec ces outils-là? Notamment le cancer, oui, parce que ça me passionnait, malgré que c'est une maladie qui n'avait jamais touché notre famille, ni de loin ni de près. Mais aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je crois que j'avais trouvé apparemment, je croyais avoir trouvé le moyen de combattre la mort. Donc, l'ennemi était la mort. Alors, je me suis pas mal cassé le nez là-dessus parce que en accompagnement des personnes qui ont le cancer, forcément, une partie de ces gens sont morts et j'étais en échec. Je pense vous le viviez comme ça? Si je veux être honnête, tout au fond de moi, oui. Parce que je me demandais tout le temps, qu'est-ce que j'aurais dû faire d'autre encore? Où est-ce que je n'ai pas vraiment aidé? Donc, c'était de nouveau l'héroïne. Le sauveur, qui apparaissait. Héroïque, donc, c'est bien le signe que j'essayais de sauver les gens de la mort. Jusqu'à ce que, dans une autre rupture, c'est intéressant, les ruptures ont l'air d'être quelque chose d'initiatique chez moi. Peut-être chez tout le monde. Peut-être, oui. Et oui, où j'ai été confrontée à une profonde rupture, où tout à coup j'avais envie de mourir. Alors avant, je n'avais jamais rencontré cette partie en moi. Tellement la vie me semble insupportable. Et c'est par l'expérience du deuil où j'ai expérimenté ce que ça veut dire renaître à la vie, vraiment. Après avoir eu envie de mourir. Et ce qui est intéressant, après cette expérience, alors celle-là, je ne me suis pas réconciliée, hein, ça reste une rupture, mais j'ai fait le deuil de cette rupture. J'ai pu accompagner les malades sans avoir l'impression que je devais les sauver de la mort. Et j'ai réalisé que ce n'était pas un échec, mourir, mais un ultime accomplissement. Donc ça a tout changé. Et à partir de là, l'accompagnement des malades est devenu secondaire par rapport à l'accompagnement en fin de vie, qui a commencé à primer et qui est devenu après mon intérêt principal de comment faire de cette expérience que quand même tout le monde essaie d'éviter ou trouve vraiment une chose extrêmement horrible, difficile, pénible. Comment faire autre chose qu'un chemin de croix, mais plutôt un chemin de gloire. Et c'est ce que j'ai vécu avec ma mère. De pouvoir accompagner ma mère a été une profonde réconciliation avec cette femme. Et j'ai découvert en moi que je l'aimais, alors que je la fuyais auparavant. J'ai pu l'aimer et j'ai pu faire tout le chemin avec elle dans sa déchéance physique, disons, même mentale, parce qu'elle a perdu la tête, à devenir capable à m'occuper d'elle comme d'un petit enfant, mais avec une telle tendresse que c'était bon, que c'était magnifique d'être à côté d'elle et de pouvoir faire tout ça pour elle. Et en fait, je l'ai découverte dans cette période de sa vie. La femme qu'elle aurait pu être et que j'ai ratée ou qu'elle n'a pas pu montrer. J'ai vraiment rencontré ma maman dans ces derniers 6 mois. Alors je sais que même si on rate tout le reste avant,
parce que pour moi c'était ça, hein, c'était pas une relation vraiment. Là, les derniers 6 mois, ça a été un chemin de gloire. Et guérissant. Tellement guérissant que si je compare, ça faisait 40 ans, j'avais 40 ans à ce moment-là, et les 6 mois dans l'autre plateau de la balance, mais les 6 mois pesaient plus lourd que les 40 ans auparavant. Et ça, je trouve incroyable combien il suffit de peu de temps, donc c'est pas une quantité de temps qu'ils nous font pour retourner tout, pour transformer tout. Là encore, c'est en intensité d'un moment qui peut tout d'un coup donner un sens tout à fait différent. Oui. Et réécrire d'une certaine façon. Mais la une mort nous histoire, donne une relation. intensité qu'elle nous réveille d'une manière incroyable. Alors, moi, je trouve la mort est un thérapeute extrêmement efficace. Elle arrive à faire, enfin la proximité de la mort, l'approche. arrive à faire des choses, à nous réveiller que des années de travail sur soi n'arrivent pas à faire. Nous mettre dans une conscience où tout à coup, on commence à se poser les vraies questions. Lydia Müller, dans certaines vies, je ne sais pas si c'est le cas dans votre histoire à vous, je l'ignore, mais dans certaines vies, on voit bien qu'il y a des rendez-vous qui reviennent. Il n'y a pas une maladie, il y a des maladies, il y a peut-être des deuils, il y a des incidents, des accidents. Comment ça se fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en vous écoutant, on se dit, bon, bien, il y a un appel à comprendre peut-être quelque chose, à accueillir, à accepter, à dépasser. C'est un petit peu tous ces mots-là que vous utilisez pour parler de votre parcours et des gens que vous accompagnez. Mais dans certaines vies, il y a des histoires de violence à répétition, il y a des chocs qui reviennent, il y a des maladies qui recommencent. Et comment expliquer ça? Parce que je peux pas le dire pour les autres, je peux juste vous dire pour moi. Je pense cet événement dont je vous parlais là quand j'avais 35 ans, cette rupture où j'avais envie de mourir, cet événement a été nécessaire pour que j'apprenne à exister vraiment par moi-même, à découvrir mes besoins et mes envies, à exister dans ce qui est propre à moi plutôt que de vivre par l'autre. À faire des choix. Voilà. Je dirais que c'était une phase de développement du moi ou de l'ego, dans la terminologie de Freud. Donc l'affirmation de votre moi profond. Affirmation du moi, oui. Après, là avec ce cancer, je pense que c'était une autre étape. Ça tapait plus au même endroit. Une autre évolution était attendue. C'est-à-dire que je franchisse le pas de la femme de métier professionnelle vers la femme de tâche, celle qui s'accomplit. Quelle différence à un autre faites-vous? niveau d'aide. Oui, quelle différence faites-vous? Comment est-ce qu'on peut décrire ça? Dans le métier, on est remplaçable. Dans sa tâche. On joue des rôles. Quelqu'un d'autre pourrait le jouer, c'est ça? Oui, moi j'ai bien vu. C'est un peu comme au théâtre. Parfois, tel comédien excellent cesse pour faire autre chose et un autre vient et reprend le rôle. Voilà, complètement. C'est ça. Au niveau du métier, c'est ça. Oui. Alors que ce que Gita Malache a appelé la tâche, c'est tout autre chose. C'est le moteur qui nous habite depuis notre naissance. Tellement en sous-jacent, évidemment, mais qui est là et les épreuves font référence aussi à ce que nous avons à faire. Et peut-être justement certaines tâches nécessitent que nous ayons traversé, mais traverser non pas pour succomber, mais traverser pour en avoir tiré la quintessence pour qu'on puisse aider après. Parce que la tâche, elle est au service de l'humanité ou de la Terre. On a tous quelque chose à faire. On a quelque chose à pour faire. Contribuer. Absolument. Et je dirais au fond, notre essence, elle est amour, mais notre histoire fait que nous en sommes tellement séparés. Et c'est vrai que si l'expérience, l'épreuve peut dégager une quantité d'amour supplémentaire pour aimer plus, moi, dans toutes mes épreuves, je crois, j'ai appris à m'aimer, à avoir plus de tendresse envers moi et par conséquent envers l'autre. Et donc là, avec la dernière épreuve, le cancer, c'était est-ce que tu as accompli ce pourquoi tu es venu sur Terre ?
Où est-ce que tu traînes? Et le rappel de la mort m'a mis devant ça. Tu n'as pas un temps infini. Vas-y. Parce que plus que tu avances dans l'âge, plus les forces vont diminuer. Et ça va se rétrécir. Donc c'était aussi un coup de semence. De semence, Ouais. oui, qui m'a propulsé en avant. Je rappelle que je reçois Lydia Muller cet après-midi. Vous êtes psychothérapeute et notamment vous avez vous animez beaucoup de séminaires et de conférences sur le thème d'accompagner les gens en fin de vie ou d'accompagner les personnes qui traversent une épreuve, une maladie grave. Je veux aller où l'air est plus doux, où la colombe vole en dessous, où le printemps entre un jour comme un fou. Vous saisit au revers, au détour d'un chemin vert, et vous dit ça va pas comme ça. Changez tout, changez tout. Votre monde ne tient pas debout. Changez tout, changez tout, changez tout. Je veux aller dans l'après-midi d'un jour où rien n'est interdit, où le bonheur sans faire de comédie vous salue sans manière et vous parle à cœur ouvert et vous dit qu'est-ce que t'as bien fait de changer tout, changer tout pour une vie qui va le coup. Changer tout, changer tout, changer tout, changer tout, changer tout. Qu'est-ce que vous feriez sans nous? Après tout, changer tout, changer tout, changer tout, changer tout, pour une vie qui va le coup. Changer tout, changer tout, changer tout. Lydia Muller, pour la dernière partie de cette conversation, j'aimerais qu'on parle ensemble d'un thème que vous développez, sur lequel vous travaillez beaucoup en ce moment. Vous donnerez d'ailleurs dans quelques semaines, je donnerai la date, c'est en novembre, le 7 novembre, une conférence sur la crise de la quarantaine. On pourrait dire la crise du milieu de vie, on l'appelle comme ça aussi, disons entre 40 et 50 ans. Et le titre de la conférence en dit long, c'est « Deuxième naissance ou première mort ». La crise de la quarantaine, est-ce que c'est en prolongement de ce que vous dites par rapport à votre expérience du cancer que vous avez partagé dans cette émission? Est-ce que c'est l'occasion, au fond, de dire... Est-ce que la crise vient dire pour nous, peut-être qu'il y a des choses importantes que tu as à faire. On dit souvent que c'est parce qu'on se retourne, on commence à se retourner sur le chemin, on est un peu à mi-parcours. Quel est le sens profond de cette crise qui est en général mal vécue et inconfortable? Je pense qu'il tient compte de certains critères. Elle tient compte de critères occidentaux notamment, parce qu'en Afrique, ils n'ont pas la crise de la quarantaine. Ils ont peut-être autre chose à faire, oui. Tant qu'on est dans la survie, nous ne pouvons pas avoir une crise de la quarantaine. Oui. Parce que c'est une crise du nanti. De celui qui a matériellement en suffisance, qui comble ses besoins de base, et au-delà de ce qu'il en a besoin. Ouais. Et ceci est juste parce que la première partie de la vie, elle est vraiment consacrée à construire l'ego, le moi, dans l'affirmation de qui il est. Et font partie donc le travail, de réussir son travail. C'est pour ça il est important que les jeunes ne soient pas au chômage, parce que c'est pour la construction du moi tellement fondamental.
Il est important que nous réussissions nos amours, parce que c'est notre amour dans le couple, mais aussi en tant que maman et papa. Et que nous réussissions socialement, que nous soyons quelqu'un dans notre environnement social. Ça fait partie, ce sont, je dirais, des piliers du moi. À un moment donné, autour de la quarantaine, quand nous avons un sentiment d'être arrivé, plus ou moins, peut-être pas dans les 3 secteurs, mais disons peut-être au moins dans les deux, d'avoir réussi, eh bien, un vide apparaît. Une perte de motivation, une perte de sens. Se pose tout à coup la question, mais est-ce que je vais continuer comme ça jusqu'à la fin de ma vie? Généralement, ça apparaît au moment où on atteint les échelons supérieurs professionnellement, les enfants sont en train de partir, le rôle de mère et père s'effrite. En fait, les anciens objectifs sont en train de perdre leur force et on est devant « et maintenant quoi ?» Et donc, c'est vraiment une période propice pour la dépression et qu'il ne faut absolument pas traiter au Prozac. Parce que cette crise, c'est une crise sacrée, c'est une crise tellement saine. Parce que ça dit, ben voilà, tu es arrivé au bout de tes objectifs, un vide apparaît, c'est logique. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Comme c'est une crise nouvelle, nous ne savons pas comment la gérer. Nos parents l'ont probablement pas encore eu, nos grands-parents ils étaient trop dans ramer pour survivre. Ils mouraient aussi oui. à la fin de la crise de la quarantaine. Oui. Même ça, ils étaient en train de quitter ce monde parce qu'ils mouraient de maladies infectieuses. Tout à fait juste. Donc nous sommes avec une crise assez inconnue et surtout que nous savons pas très bien gérer encore. Et là, vraiment le questionnement de sens. À quoi ça sert tout ça? À quoi sert ma vie? Mais qu'est-ce que j'ai à faire? Tout ça apparaît. Malheureusement, comme nous savons pas trop, et c'est pour ça qu'il faut aussi être accompagné dans cette phase, nous cherchons à compenser. Donc, moi, j'étais en danger de faire un bébé à 42 ans. Et regardez, une femme est quand même pas faite physiquement à devenir mère à 42 ans. On n'a plus la même endurance à 50 ans, il a 8 ans ou 9, 7 ans. Eh bien, à 15 ans, nous, on est dans la cinquantaine et on est complètement décalé. Il y a quelque chose, un accouchement qui se fait dans le physique alors qu'il devrait se faire sur un plan psychique ou spirituel. Enfanter autre chose, une autre création. Et c'est ça le propos de cette crise, de nous renvoyer par le vide à chercher notre plein. Et une autre dimension. Mais pas une répétition de ce qu'on avait déjà, comme refaire un autre couple parce que on a mis de la distance avec notre conjoint. Ce n'est pas changer seulement de métier, c'est aller vers sa véritable utilité. Mais vous disiez que ce n'est pas une bonne idée de prendre du Prozac ou autre oui, parce produit. qu'elle tue. Parce que ça tue la quoi? crise. Elle tue ça endort. Le ferment. C'est-à-dire, c'est fait tenir dans un pseudo-soulagement, mais qui résout rien. Parce qu'il n'y a aucun nouveau. Mais ça veut dire qu'il faut rester dans la souffrance? Non, la souffrance, elle est comme moteur pour que nous cherchions une issue. Bon, il y a des choses à régler. Par exemple, si dans le couple, s'il est vacillant, il va falloir trouver le moyen d'apaiser tout ça. Il faut mettre en ordre ses finances, sa vie avec les enfants, son boulot, etc. Pour que nous ayons une énergie nouvelle pour entamer la deuxième partie de la vie. Mais cette crise peut nous engloutir aussi, Lydia. Mais c'est pour ça, je crois, qu'il faut vraiment être accompagné dans cette crise. Ce sont des endroits de renaissance et tous les endroits de naissance nécessitent des accompagnements des sages-femmes. Il faut peut-être des femmes sages ou des hommes sages. Comme en fin de vie, cet accouchement en fin de vie, il faut des femmes sages et des hommes sages qui accompagnent. Des passeurs. Ouais. Donc c'est logique que nous avons besoin d'être aidés. Comme moi, j'ai été aidée pour que je fasse pas mon môme. Mais que quelqu'un qui me dise, t'as peut-être autre chose à faire que pouponner.
Et ça m'a renvoyé plus loin parce que moi, je voulais tout arrêter. Je me suis dit, moi, j'ai fait le tour du Kubler-Ross, j'ai fait le tour des mourants. Allez, maintenant, Simonton. bébé, plus que ça, hein, maman, bébé, et le pouponnet. Et c'était pas une bonne idée. J'avais pas accouché de ça. J'avais accouché d'une création et que moi, je peux être mère parce que je suis habitée par ça. Donc, ça m'a amenée vers développer l'accompagnement fin du vie en fonction de l'accompagnement de la naissance, les étapes de la naissance et les étapes de la fin du vie, et de voir les correspondances et les enjeux. Et voilà, ça a tout rouvert et c'est ce qui me passionne. Donc, rebelote, je suis partie pour une dizaine ou vingtaine d'années, je sais pas. Je vous ai entendu dire en conférence, alors je le dis entre guillemets, hein, vous allez me dire ce que vous voulez dire par là, le mal n'existe pas, c'est plutôt le bien qui cherche à arriver, quoi. Le mal n'existe pas en lui-même, il est la le bien pas encore transformé. Voilà, pas encore transformé, et nous sommes outils de la transformation. Nous sommes les transformateurs de ce mal en bien. Donc le fait de dire cette situation c'est mal, c'est ça que je veux parce que ça c'est bien, vous estimez que c'est un peu rustique comme attitude? Le mal et dire le bien. Le cancer est un mal. On peut pas dire que ce soit un bien. Non, parce que vous pouvez pas dire que c'est un bien, parce que ce n'est que la transformation de ce cancer en un bien, c'est-à-dire en un plus, qu'on n'est plus la même personne après qu'avant, qui va nous faire dire ce cancer est un bien dans ma vie, parce que il m'a aussi accouché à une autre dimension d'être. Alors il aura servi. Et à ce moment-là, on ne peut plus dire ce qui nous a servi était mal. Était le mal. Mais on peut le dire que quand on se retournant, c'est évidemment. qu'en se retournant. Car ça pourrait être très choquant pour quelqu'un qui traverse ça en ce moment de vous entendre dire ça. Mais c'est que la personne elle-même qui pourra le dire un jour. Voilà, personne n'a le droit de lui dire je ça. Je peux dire ça de mes épreuves. Moi, je ne peux pas le dire pour quelqu'un d'autre. Ouais, par contre, je peux témoigner de mon épreuve et de ma traversée. Et je pense que c'est un espoir. Lydia Müller, j'ai envie quand même de poser une question un peu spéciale. Pauvres thérapeutes, alors, que deviennent-ils quand ils n'ont pas traversé une épreuve de ce genre? Sont-ils capables d'aider? Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas les vôtres? Chacun a les siens. Ouais. Et les épreuves qu'on a nous rendent aptes à une aide particulière. Moi, je ne suis pas faite pour aider n'importe qui. Moi, je suis dans ma patrie à aider des gens en fin de vie ou dans ce type d'épreuve, comme moi j'ai traversé. Et je sais, là où j'ai mis les pieds et j'ai trouvé de l'appui, je sais aussi, je peux leur dire, vous pouvez poser les pieds. J'ai quelques millimètres d'avance sur eux. Enfin, peut-être centimètres d'avance. Et donc, je peux les aider à cet endroit-là. Parce que je suis à l'aise avec ça. Et chacun a son domaine, certainement. C'est pour ça que nous avons nos spécificités. Alors le métier, non, le métier, il est beaucoup à côté de la plaque. Hein. Mais je veux dire, cette aide qui s'appuie sur ce qu'on a transformé nous-mêmes, cette aide-là, là on est vachement compétent. Lydia Müller, je voudrais annoncer plusieurs choses parce que vous allez donner des conférences, des séminaires. Peut-être revenir sur la crise de la quarantaine, deuxième naissance ou première mort. C'est une conférence que vous allez donner à Genève le 7 novembre au musée d'histoire naturelle, route de Malagnou. C'est à 20h15 le 7 novembre. Et puis vous allez animer un week-end, un séminaire de 2 jours pour les cancéreux. C'est le 25 et 26 novembre et le titre c'est « Transformer le pire en meilleur », c'est ça? Hein, pour les gens qui souffrent de cette maladie qu'est le cancer. Oui. D'accord. Et puis peut-être dire un mot aussi de l'association que vous présidez, hein, Entrelacs. Quel est le but de cette association rapidement? Eh bien, c'est très simple, c'est transformer le pire en meilleur. Ouais, aider à traverser. Et ça concerne maladies graves, deuil, vieillesse difficile, fin de vie. Et à l'intérieur de ça, je tiens aussi beaucoup à un programme qui s'appelle Devenir parents de nos parents, qui aide les fils et les filles à avoir leur relation avec leurs parents, qui est soit trop fusionnelle, soit trop dans la distance et dans le ressentiment, et faire la route
pour devenir vraiment accompagnant de ses parents dans la tendresse. Alors plus d'informations évidemment j'imagine sur votre site internet www.entrelacs, en un mot, entrelacs, lacs.ch. Oui, parce qu'il y a aussi des formations à l'accompagnement fin de vie, Voilà. n'est-ce pas? Et pour devenir bénévole. Merci Lydia Müller. Merci Roselyne. Si vous souhaitez obtenir un enregistrement de cette émission, vous pouvez dès maintenant téléphoner au 026 323 24 24. Vous écoutez Radio Suisse Romande la première, il est 14h.